Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, c'est un peu différent des autres fois. Déjà, vous aurez pu remarquer que je suis seule et en plus, je suis avec une personne extraordinaire. On a beaucoup de chance de l'accueillir parmi nous et je suis très fière en fait que j'ai pu faire cette interview parce qu'au niveau technique, c'est pas si simple que ça. Bienvenue à Annie. Sur, sur cette page en tout cas bonjour à vous et à ceux qui nous regarderont en rediffusion et je suis très contente parce que je trouve que les colibris et les éléphants, remarquez, ça peut faire un bon peut-être ils peuvent devenir amis, je trouve ça assez marrant en fait parce que souvent par rapport quand j'ai vu Cœur d'éléphant dans ton projet, souvent je vois beaucoup de signes avec les éléphants et je sais pas, quelque chose avec les éléphants, voilà. Donc peut-être tu vas te présenter, je vais te laisser te présenter si tu veux, nous parler un peu de Cœur éléphant et nous parler de toi, voilà. Ah ben merci, mais premièrement je veux dire que je suis très touchée par ton accueil. J'ai les yeux pleins d'eau. Puis là, j'étais en train de me dire, oh mon Dieu, j'aurais dû aller me chercher des Kleenex, des mouchoirs au cas où. Ah oui, moi non plus, j'en ai pas en plus. Donc, c'est ça. Je m'appelle Annie. Je suis une Québécoise en direct du Québec. Donc, c'est un plaisir pour moi de te voir, Anaïs. Je trouve ça merveilleux, la technologie, de se voir en direct comme ça d'un pays à l'autre. Pour moi, c'est magique, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Puis, mon projet Cœur éléphant, c'est né d'une méditation, hein. C'est né d'une intuition. J'ai toujours été une fille de cœur, une femme très sensible. Pour moi, dans ma vie, ça a été difficile de me donner le droit à ma sensibilité, à mes émotions. J'ai refoulé beaucoup mes émotions dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre un parcours professionnel pour me comprendre, pour apprendre à me comprendre et à être bien avec moi. Et puis, dans la dernière année, j'avais envie de plus, j'avais envie d'un peu plus de magie dans ma vie. Puis, c'est là que dans une méditation, le mot, le nom Cœur éléphant a émergé. Puis, depuis ce temps-là, je reste connectée à ma foi, je reste connectée à mon intuition. Puis, j'ai démarré le projet Cœur éléphant qui, pour moi, c'est d'apprendre à s'aimer énormément. C'est d'apprendre à traverser les épreuves de la vie avec sagesse. C'est se comprendre, c'est vivre une vie avec authenticité, avec simplicité. C'est de se dire les vraies choses, finalement. Tu me connais un peu, Anaïs. Ouais. Tu sais. Je suis une fille très transparente et très authentique. Et je prône ça beaucoup aussi chez les gens. L'authenticité, la simplicité et l'amour. Donc, pour moi, c'est tout ça, Cœur éléphant. Ouais. C'est un très beau projet. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis, ça me rejoint parce que moi aussi, j'ai refoulé mes émotions pendant des années en fait, et c'est vraiment important que les gens prennent conscience aussi qu'on peut montrer sa vulnérabilité, qu'on a le droit, voilà, de montrer ça parce que c'est pas facile dans la société actuelle de le montrer. Je pense notamment quand on est dans des situations de travail ou des choses comme ça, c'est pas évident. Et c'est vraiment être authentique avec soi avant d'être avec les autres. Et j'ai pris conscience depuis peu de temps en fait de ça, de voir aussi en soi les zones d'ombre, etc. et d'aller chercher là-dedans pour pouvoir révéler encore plus de lumière. Donc c'est vrai que c'est important de travailler sur soi. Absolument. Et tu le fais bien déjà parce que tu en prends conscience, tu sais. Oui. Déjà, d'en prendre conscience, c'est le premier pas, tu sais. On peut pas transformer quelque chose qu'on n'est pas conscient. Ouais. Donc, bravo. J'essaie de faire attention à mes mots, hein. Mais non, c'est bon. S'ils comprennent pas, c'est pas grave. D'accord. Tu prends la traduction. Oui, je ferai la traduction. Je traduis très bien le québécois, tu sais. D'accord. Et puis, alors en fait, aujourd'hui, on va vous parler de la blessure d'abandon parce que il y a quelque temps, en fait, Annie t'a fait un live sur ça,
et j'ai trouvé vraiment que tu étais très pertinente et ça m'a beaucoup intéressée parce que ça me rejoint aussi beaucoup la blessure d'abandon, donc ça m'a intéressée et je trouve que ça peut vraiment aider les gens et intéresser les gens, tout ce que tu dis, tout ce que tu peux apporter avec ta sensibilité, ton cœur et voilà. Ben, merci. Merci. Puis là, ben, j'attends ta question. Je sais pas trop si tu veux que je réponde. Ouais, non, je vais te poser la question. Alors, est-ce que, en fait, alors, je voulais te poser la question, est-ce que tu as un exercice pratique ou une astuce, en fait, comment est-ce qu'on fait pour accueillir, en fait, cette blessure d'abandon? Comment est-ce qu'on peut vivre avec et, et comment faire, par rapport à la relation aussi avec les autres, lorsqu'on a cette blessure-là? Bon, je prends le temps de décortiquer. Oui, c'est mon esprit qui pense très rapidement. Oui, il y a plusieurs éléments dans ta question. Premièrement, ben, on en a parlé tantôt un peu. Prendre conscience, c'est déjà la première étape. De prendre conscience comment ça se vit, comment ça se traduit une blessure d'abandon au quotidien. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs petits, comment je pourrais dire ça, plusieurs petits symptômes ou réactions défensives qu'on peut avoir face à soi-même et face aux autres. Par exemple, ben, c'est sûr que quelqu'un qui porte une blessure d'abandon va être plus facilement irrité face à un rejet. Puis des fois, le rejet, il est réel. Des fois, le rejet, il est imaginaire. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si, par exemple, tu parles à ta sœur ou à une amie et que cette amie-là, finalement, te coupe la parole pour regarder son cellulaire et répondre à ses textos, et que toi, dans ce moment-là, ta réaction intérieure, c'est « Oh mon Dieu, je me sens pas importante, je me sens pas écoutée, je me sens rejetée. » Ben ça, c'est un signe que ça réveille à ce moment-là une blessure d'abandon que tu portes déjà. Donc, ce qu'il faut comprendre avec la blessure d'abandon, c'est que ça réagit dans l'instant présent face à des déclencheurs extérieurs avec des gens, des situations, des gens qui nous coupent la parole, des gens qui nous appellent pas ou qui sont en retard à un rendez-vous. Il y a toutes sortes de déclencheurs qui peuvent réveiller le sentiment de non-importance, le sentiment d'être rejeté, le sentiment d'être abandonné. Et c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que la blessure d'abandon, ça vient du passé. Ça a été créé souvent dans l'enfance ou dans la jeune adolescence. Et si c'est une blessure qui n'a pas été conscientisée à l'époque, ben aujourd'hui, c'est sûr que les gens vont s'en défendre inconsciemment, sans s'en rendre compte. Donc, la première étape pour apprendre à vivre avec une blessure d'abandon, c'est au lieu de se juger puis de se critiquer, d'être trop susceptible, de réagir trop fortement, trop émotivement par rapport au rejet, par rapport à la peur d'être abandonné, ben, je dirais, offrez-vous de la douceur. Offrez-vous de la douceur. Commencez par comprendre que ça réveille une zone blessée en vous. Donc, vous avez besoin d'écoute, d'accueil et de compassion, non de jugement. Ça, c'est la première étape. C'est sûr que la deuxième étape, ça serait d'observer, de s'observer dans qu'est-ce qui sont des déclencheurs pour vous. Parce que la blessure d'abandon se manifeste de deux manières différentes. Elle peut se manifester... Es-tu correct? Oui, c'était mon téléphone qui a sonné, donc j'ai été juste le couper pour pas qu'il continue à sonner. Donc, la blessure d'abandon, elle peut se manifester de deux manières dans la relation aux autres. Nommer ça, comment ça se vit dans la relation aux autres. Ben, je vais te donner mon image du renard et du berger. Tu sais, le petit renard, lui, il a besoin de liberté. Il a besoin d'aller dans sa forêt, d'aller et de venir comme il le souhaite et de revenir à la maison le soir. Donc, le renard, s'il se sent étouffé par le berger, il va sentir qu'il va perdre sa liberté, il va avoir de la difficulté à s'engager dans ses relations par peur de perdre sa liberté
ça, c'est un signe d'une blessure d'abandon. À l'inverse, le berger, lui, sa façon d'agir, c'est qu'il veut garder ses moutons proches de lui, hein? Il veut garder ceux qu'il aime très, très proches de lui. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, mais qui peut être envahissant parfois par son amour. Il peut être étouffant, encadrant par son amour. Donc, ça aussi, c'est un signe d'une blessure d'abandon. Parce que le berger, lui, il va encadrer par peur de perdre l'autre. Et le renard, lui, il va fuir. Il va rejeter avant de se faire rejeter. Donc, c'est deux profils de personnalité défensifs, bien sûr. C'est inconscient hein, quand on fait ça, d'une personne qui peut porter la blessure d'abandon. J'aime beaucoup tes images, hein, comme toujours, mais j'aime beaucoup cette image. En fait, elle me parle beaucoup. Et vraiment, ça me touche ce que tu dis, en fait. Ça me rejoint beaucoup parce que enfin, au fur et à mesure, à mon travail, mais personnel, j'identifie du coup ça. Et c'est vrai que parfois, en fait, c'est un rejet qui est inconscient parce que la personne, si elle est sur son téléphone et que, enfin, ça vient réveiller quelque chose, en fait. En moi, mais c'est pas volontaire, donc j'en prends de plus en plus conscience de ça avec le temps. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand on peut s'observer, prendre conscience des mécanismes. Ouais. Ben oui, ben bravo de t'observer, Anaïs, tu sais, parce que tu t'accueilles dans ça, tu es en train de transformer ta blessure, tu es en train de la guérir. C'est ça que tu fais. Quand tu prends conscience de ces moments-là où ça t'appartient, la réaction, que le déclencheur extérieur, c'est pas un rejet réel, c'est pas l'intention de l'autre personne de te rejeter, mais toi, tu le vis quand même comme un rejet. C'est ça la nuance. Ouais. Et alors après, alors, je sais pas si on en a peut-être parlé un peu déjà, mais quelles sont les étapes qui vont permettre de prendre conscience des schémas d'abandon qui se répètent et comment faire pour les identifier? Mais on a un peu parlé déjà. Ben, je pourrais compléter avec comment ça prend racine une blessure d'abandon dans l'enfance ou dans l'adolescence. Ça pourrait aider les gens qui écoutent à mieux comprendre d'où ça vient une blessure d'abandon. C'est sûr qu'une blessure d'abandon, ça peut se créer de plusieurs manières. Puis je veux juste mettre en garde, hein, mon but ici, c'est pas de juger ou d'accuser les parents, pas du tout. Je crois fermement que l'on transmet à nos enfants ce que l'on a reçu. Donc, si on n'a pas reçu de nos parents une éducation aimante, une éducation bien équilibrée, ben c'est sûr qu'inconsciemment, on transmet à nos enfants des fonctionnements, des blessures, en fait, sans s'en rendre compte. Donc, mon but ici, c'est pas de juger les parents, mais c'est plutôt d'expliquer pour comprendre la racine de la blessure d'abandon. Donc, c'est sûr qu'un enfant qui, par exemple, a manqué d'affection. Tu sais, tu peux être un enfant qui a grandi dans une famille où tu as eu une belle maison, tu n'as jamais manqué de rien financièrement, tu as été à des bonnes écoles et tu vas quand même développer une blessure d'abandon parce que affectivement, l'écoute du parent n'était pas présente, la présence physique et émotionnelle du parent n'était pas présente non plus. Donc, l'enfant peut quand même développer un sentiment de non-importance et de rejet avec l'un des deux parents. C'est sûr qu'un parent qui travaille beaucoup et qui n'est pas présent à la maison, ça peut aussi créer une blessure d'abandon. Dans mon cas à moi, ben, j'ai grandi avec des parents divorcés. Donc, c'est sûr que mes deux parents étaient beaucoup en colère l'un contre l'autre. Donc, il n'y avait pas d'espace pour m'écouter, moi, en tant qu'enfant. Donc, j'ai grandi avec une blessure d'abandon aussi, d'avoir été bousculée d'une maison à l'autre dans une ambiance de colère. Donc, tout ce qui aussi, c'est sûr, l'abandon réel, hein, les enfants qui ont été adoptés
peuvent porter une blessure d'abandon. Les enfants qui ont été carrément rejetés de leurs parents peuvent porter une blessure d'abandon. Les enfants qui ont grandi avec des parents alcooliques, toxicomanes, dépressifs, non présents psychiquement pour leurs enfants, peuvent aussi avoir développé une blessure d'abandon. Fait que finalement, là, quand l'enfant grandit sans écoute, sans amour, sans reconnaissance de son parent, sans affection, sans toucher du parent, on parle de toucher sain ici, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, lui, tout ce qu'il veut quand il est tout petit, c'est d'être aimé. Ah oui. C'est d'être aimé, c'est ça son besoin vital. Et s'il sent qu'il n'est pas aimé de ses parents, ben il va tout faire pour plaire à ses parents et récupérer cet amour-là. Et c'est là que les défensives arrivent. C'est là que les enfants commencent à se changer pour plaire aux parents, pour faire ce que les parents veulent et ne pas perdre l'amour de leurs parents. Le problème, c'est qu'en vieillissant, en devenant adulte, on n'est pas conscient qu'on a mis en place ces défensives-là et on continue d'agir avec les mêmes défensives dans nos relations amoureuses et dans nos relations amicales. Mais on n'a plus besoin de ça une fois adulte. Mais on continue de le faire. On continue de vouloir plaire aux autres par peur de perdre l'amour. On continue de se changer par peur de perdre l'amour. Donc, tout ce que l'enfant a vécu avec ses parents, c'est différent pour chacun. Dans mon cas, moi, ça a été la peur de la colère, la peur de la domination. J'étais une enfant très sensible et il n'y avait pas de place pour ma sensibilité parce que dans le divorce de mes parents, c'était dérangeant. Donc, c'est sûr que moi, j'ai reproduit ça dans mes relations adultes. J'ai reproduit de refouler mes émotions. Puis, il fallait surtout pas que je crée de conflit. Il fallait pas qu'il y ait de conflit, moi, dans mes relations. Donc, on peut comprendre que par peur de perdre l'amour, ben, je refoulais ma colère, j'exprimais pas mes limites, je ne disais pas mes malaises non plus. Donc, je me ramassais dans des relations amoureuses abusives, contrôlantes, dirigeantes, toxiques. J'ai commencé à transformer ce fonctionnement-là quand j'ai pris conscience de ma blessure d'abandon. Donc, chacun développe ses propres défensives dans leur blessure d'abandon selon ton vécu à toi, selon le vécu de chacun. Il y en a qui vont, à l'inverse, devenir, comment je pourrais dire ça, très, très expressif, très envahissant, très généreux, mais c'est de la générosité à outrance. Ils se rendent indispensables pour l'autre parce qu'ils savent que si ils sont plus là, ben l'autre personne va trop perdre. Donc, c'est une manière manipulatrice aussi de se rendre indispensable. Ça aussi, c'est le signe d'une blessure d'abandon. Par peur de perdre l'autre, on se rend indispensable. Donc, il y a plusieurs facettes de comportement, il y a plusieurs agissements qui peuvent naître d'une blessure d'abandon, mais je pense que tout le monde, en fait, porte une blessure d'abandon à différents niveaux parce que tous, on a vécu des manques affectifs avec nos parents ou avec nos éducateurs et tous, on a peur de perdre l'amour ou on a peur du rejet à différents degrés, je crois. Ouais, c'est vraiment très intéressant et ça me rejoint beaucoup ce que tu dis. Ouais. Parce que moi, quand j'étais petite, en fait, avec Marina, donc on vivait, nos parents avaient un hôtel-restaurant en fait assez luxueux, donc on a toujours vécu dans le luxe, etc. Mais ça avait vraiment tendance à être une cage dorée en fait, qui nous enfermait. C'est-à-dire qu'on était dans ce lieu-là et il fallait faire très attention en plus pour nous protéger pour des questions de sécurité parce que eux ils étaient aussi menacés, etc. Donc vraiment on a vécu avec Marina dans une ambiance où il y avait nos parents en fait leur intention évidemment c'était de donner de l'amour, hein, mais comme ma maman est très fragile émotionnellement, etc. Donc c'était pas facile de s'exprimer. Donc du coup très vite on a bloqué tout ça
Et en plus, on a vécu des choses en plus très difficiles dans notre enfance. Donc, on s'est vite fermé, en fait. Et on avait notre petit monde à nous. Et c'est vrai que quand on est enfant, on s'invente des mondes. Donc, nous, on était beaucoup dans l'imaginaire. Et par contre, l'art nous a beaucoup aidé parce on faisait plein de... Le samedi, je me rappelle, on avait un atelier d'art. Et là, c'était vraiment le seul moment où on pouvait se défouler. Donc c'est vrai que c'est intéressant après d'en prendre conscience pour pas que ça se reproduise du coup dans nos relations avec les autres, et du coup ça s'est reproduit évidemment dans mes relations amicales par exemple, mais j'en prends de plus en plus conscience, et ça avance. Donc je pense que après on attire aussi en fonction du chemin où on est évolué, d'autres personnes plus bienveillantes, etc. Donc c'est ce qui est en train d'arriver là en ce moment, donc c'est très positif. Oui, je suis d'accord avec toi qu'on attire exactement ce que l'on a besoin de transformer. Hein. Tu touches un point très important, Anaïs, parce que je ne sais pas si tu as remarqué dans ta vie, mais moi, je l'ai remarqué en tout cas dans la mienne, et je l'observe chez mes clients aussi en consultation. On répète les mêmes fonctionnements. On attire les mêmes personnes, le même profil de personnes dans nos relations amoureuses et amicales. Pourquoi ça? Parce qu'on a notre bout à travailler. Ça crée des systèmes, les blessures. Donc, on a besoin de l'autre personne inconsciemment pour défaire le système et se réparer intérieurement. Donc, quand tu en prends conscience, comme tu viens de le dire, ben, tu es en train de défaire ces fonctionnements-là, puis les personnes que tu vas attirer dans ta vie vont commencer à être différentes aussi. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Ben, on en a déjà parlé un peu, mais comment faire face aux situations dans lesquelles on se sent rejeté? Parce que c'est pas toujours facile, quand ça active vraiment notre blessure, on a tendance vraiment à réagir, quoi. Et quand on n'en a pas conscience, quand on est à un niveau en tout cas de conscience plus basse, et du coup c'est vrai que quand ça se répète, les situations, on comprend pas toujours pourquoi ça se répète. Ça, c'est une bonne question. Je te dirais premièrement que oui, nos réactions vont se tempérer à force de prendre conscience, à force de comprendre. Tu sais, pour arrêter de réagir, il faut d'abord connaître c'est quoi vos déclencheurs. Quels sont vos déclencheurs de rejet? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous coupe la parole? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous appelle pas pendant 2-3 jours? Est-ce que c'est quelqu'un qui est violent avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle fort? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup et que vous avez de la difficulté à placer un mot? Est-ce que c'est quelqu'un qui est froid, qui n'est pas chaleureux dans votre relation? Donc, quels sont vos déclencheurs? Moi, je commencerai par ça. Identifiez vos déclencheurs qui vous font réagir. Puis, je conseille souvent à mes clients de faire une liste des déclencheurs puissants, là. Tu sais, vraiment que là, tu réagis puis tu n'as aucun contrôle de toi. C'est juste après la honte de « Oh mon Dieu, j'ai réagi tellement trop fort! » Donc, quels sont les déclencheurs les plus puissants, les moyens déclencheurs et les déclencheurs les plus subtils? Parce que c'est sûr que plus on prend conscience, plus on arrive à éliminer de notre vie les déclencheurs les plus forts. On arrive à se tempérer dans nos émotions. Parce qu'une fois qu'on comprend, là, on est moins attaché émotionnellement. Donc, on réagit moins aussi. Tout ça, c'est un processus. Là. Ça ne se fait pas en une seule fois. Ah ouais. Moi-même, aujourd'hui, je sais qu'il y a certains déclencheurs que j'évite. Je les évite parce que je sais que pour moi, c'est difficile à gérer, même encore aujourd'hui. Même malgré le fait que je suis thérapeute. Il y a des choses qui ne sont pas gérables. Il faut accepter nos limites aussi. Je pense qu'il y a une limite à la transformation. Il y a un processus, un temps accepté à la transformation et on ne peut pas tout transformer en même temps de toute façon.
Donc, il faut accepter qu'il y a des choses, il y a des personnes à éliminer de notre vie, il y a des situations à éliminer de notre vie parce que pour le moment, ici maintenant, c'est trop dérangeant. Je pense aussi que ça fait partie de la solution. Ouais. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vraiment ça en fait. Il y a des, c'est vrai que c'est très intéressant de faire une liste, quoi. Je le ferai d'ailleurs moi l'exercice, une liste de ce qui déclenche parce que comme ça nous permet vraiment de savoir ce qui déclenche ça. Ouais. C'est intéressant cet exercice, je le ferai. Je la fais à tous les mois, ma liste. Hein? Je la fais encore. D'accord. Eh oui, on la renouvelle. Ben oui, ça bouge. Ouais. Et voilà. Et je voulais juste te demander ce que tu en penses en fait. Par exemple, moi je sais que j'ai toujours eu un truc. Alors je sais pas si ça a un rapport avec ça ou pas, mais c'est de parler toujours fort et très vite. Du coup, on m'a toujours dit ça en fait. Et j'ai jamais vraiment réussi à savoir comment faire. Parce que je pense que j'étais beaucoup aussi sous le coup de l'émotion. Donc du coup, peut-être c'est ça qui me... Et ça me le fait pas avec tout le monde en fait. Donc je sais pas si c'est par rapport à la blessure de l'abandon, mais je réfléchissais par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que ça le fait en fait avec des personnes qui souvent... Enfin, en tout cas, je me sens pas écoutée par elles. Ça le fait par exemple avec mon père, avec qui c'est hyper difficile de communiquer. Ben, ça s'améliore, et enfin à un moment c'était explosif parce que voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant d'observer tous les mécanismes. Et souvent les gens en fait ils nous pointent ces mécanismes là mais en nous culpabilisant. Du coup on prend pas dans le bon sens, tu vois. Et c'est dommage parce que du coup enfin on se met en colère contre le truc alors que ça peut peut-être nous aider. Donc Tellement, c'est un point très important que tu viens de dire, Anaïs, parce que faut pas oublier que c'est un système. Tu sais, avec ton père, par exemple, j'entends bien que la communication, c'est difficile parfois, ça devient explosif. Tu sais, je veux t'offrir ma sensibilité, Anaïs, parce que c'est pas évident de gérer ces moments-là, tu sais. Puis, t'as ton bout à toi, à comprendre, à accueillir, à transformer, à gérer. Mais ton père a son bout aussi, à accueillir, à transformer et à gérer. Le problème dans le cheminement personnel, c'est que souvent les gens prennent 100% de la responsabilité sur leurs épaules, ils se surresponsabilisent et essaient de tout transformer, comme toi, mettons, avec ton père, je prends cet exemple-là, comme si toi, tu travaillerais fort, fort, fort sur toi pour te transformer, pour parler mieux, pour parler plus calmement, pour parler plus doucement. Mais je te dirais que même si tu arriverais à ça, à ce résultat-là, ta blessure serait encore là. Ta défensive serait encore là intérieurement. Même si tu arrives à la gérer par les mots, par l'attitude, à l'intérieur de toi, la blessure serait encore là. Puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a un bout qui lui appartient. Il y a un bout qui appartient à ton père. Et tant et aussi longtemps qu'il n'en prend pas conscience de son bout, ben la relation ne sera pas fluide à 100%. Ça, c'est important de comprendre. Ça déculpabilise. Parce que, disons qu'on met ça à l'état inverse. Disons que c'est moi qui se fâche. C'est moi qui réagis fortement en colère, je deviens jugeante, je deviens critique, rigide, contrôlante. Ben même si souvent on a tendance à blâmer la personne qui se fâche comme la méchante, puis la personne qui reçoit la colère comme la victime, ben je dirais que les deux sont victimes. Les deux sont victimes de leur propre blessure. Parce que si je me fâche, si je deviens rigide, c'est peut-être parce qu'au fond de moi, j'ai vraiment peur du rejet. J'ai tellement peur du rejet que ma façon de me protéger inconsciente, c'est par le contrôle. Tu me suis? Ouais, c'est trop intéressant. Donc, c'est pas plus méchant.
c'est juste plus destructeur, l'impact. Parce que celui qui se laisse faire, lui aussi, il se détruit en se laissant faire. Lui aussi, il peut se placer dans une position de victime, puis c'est tout aussi destructeur pour soi et pour l'autre. Donc, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un bout qui nous appartient et l'autre personne a un bout qui lui appartient. C'est d'apprendre à se détacher de, écoute, sans accepter nécessairement, tu sais, si t'es pas bien dans certaines situations avec ton père, reste pas là, tu sais, fais pas exprès. À un moment donné, tu prends du recul, tu sais. Puis des fois, le recul est nécessaire, sans couper la relation, mais prendre un recul, respirer, revenir à soi, puis revenir dans la relation plus tard. Ça, c'est un moyen, mais c'est sûr que tu as ton bout et ton père a son bout. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me rejoint beaucoup et comme je travaille sur ça en ce moment, l'autre fois, au lieu de m'énerver sur lui, en fait, mais c'était une colère qui m'appartenait à moi, donc ça n'avait rien à voir avec lui, cette fois-là en tout cas. Et donc je suis partie marcher et du coup ça m'a fait du bien de marcher. J'étais dans la nature, marcher et parfois oui, et juste pour mettre un petit temps, tu vois, entre et puis après bon, on s'en parlera un peu plus tard, mais ça marche bien parce que c'est bien parce que je m'énerve plus avec lui comme avant et du coup on a une relation plus sereine, c'est plus agréable quoi. Même si lui il est à son bout de la relation, ce que je trouve très intéressant c'est ce que tu as dit parce que justement avec Marina on en parlait beaucoup de ça, de en fait oui mais en gros c'est notre faute, enfin quand on fait du développement personnel c'est toujours c'est la responsabilité quoi, et faut se changer, faut voilà, faut faire plein de changements mais bon. Alors avec Marina au bout d'un moment on comprenait plus, on se disait mais bon, je veux bien. Alors, donc ça a fait appel à des schémas que j'ai, etc. Mais quand même, c'est beaucoup. Donc c'est intéressant ce que tu dis et c'est important, je trouve, de savoir ça aussi. Oui. Oui. Puis, tu sais, je veux te dire bravo déjà. Tu sais, c'est d'une grande maturité, d'une grande sagesse que tu as eu de prendre un recul, d'aller prendre une marche, de décompresser l'émotion, l'intensité, ça décharge ta charge émotive, puis t'es revenu après en relation avec ton père. C'était plus serein. Donc, bravo d'avoir fait ça. C'est un excellent moyen de dédramatiser. Puis, tu sais, je pense que ce qui est à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'entre toi et ton père, ça déclenche la colère? Qu'est-ce qui te fâche de son attitude, de sa façon de parler? C'est là que tu as du pouvoir. C'est là que tu vas départager ce qui part de lui et ce qui part de toi. Donc, quel est ton déclencheur de colère chez ton père? Qu'est-ce qu'il fait ou qu'il dit qui, toi, t'amène à vivre de la colère spontanément? Puis plus tu vas prendre conscience de ça avec lui, plus tu vas être capable de dire « Ah, ça m'appartient. Ça y appartient, puis j'accepte pas ça, c'est une limite. Je vais lui dire. » Quand tu dis ça ou tu fais ça, je le vis comme un manque de respect. Je te demanderais de ne plus faire ça. Donc, vois-tu, c'est ça la beauté de départager la responsabilité de chacun. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Ben oui, sinon ça devient lourd. C'est toujours toi qui es pris pour tout changer. C'est ça! Alors là, c'est beaucoup! C'est trop... Ah, c'est bon d'être avec toi, en tout cas, Anaïs. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Peut-être que les gens ont des questions. Je regarde, mais il y avait des personnes qui sont connectées, mais j'ai pas vu de questions. Mais après, peut-être ils pourront poser aussi en dessous. Et puis, de toute façon, je vais partager l'interview sur Creative People, donc ils pourront aussi, interagir avec nous aussi plus tard. Mais non, c'était toutes mes questions, voilà. Ah, t'en as pas une petite dernière pour moi? Pour toi, j'en aurais. Tu m'intéresses tellement que je peux rester des heures à t'écouter. Merci. Idem pour moi. J'aime tellement ton énergie, Anaïs. Tu sais, les gens qui écoutent, là, je vous dis, vous êtes chanceux d'avoir Anaïs. Vous êtes chanceux de recevoir sa douceur, de recevoir son ouverture du cœur, de recevoir
Tu as un grand désir, Anaïs, de transformer les choses de façon profonde. Et ça, c'est rare. C'est très rare. Donc, c'est beau ce que tu apportes aux gens. Ouais, ça demande du courage, hein, c'est sûr. Oui. Là, il faut que tu me dises merci. Merci. Reçois. Merci. Ça fait plaisir. Bon, on a parlé un peu, mais du coup, quel conseil tu pourrais donner aux parents et aux éducateurs pour pas que les enfants ils développent cette blessure-là? Le plus grand conseil que je peux donner, et ça s'applique à tout le monde, c'est la sensibilité envers soi. Ça sert à rien de se culpabiliser. Tu sais, même, j'ai un enfant de 9 ans, moi. Et mon fils porte une blessure d'abandon. Et j'en suis consciente parce que là, j'ai tous les outils pour l'observer puis le voir, lui-là. Puis des fois, je me sens coupable de ça parce que je me dis, ben voyons, j'ai tous les outils et j'ai quand même transmis ça à mon fils. Et ça sert à rien de se culpabiliser. En tant que parent, ça donne rien. Tous les parents qui nous écoutent en ce moment, je vous dis, laissez ça de côté, ça donne rien de se culpabiliser. Parce que je vais vous révéler un secret dans la relation. Il n'y a pas de temps. Dans le psychique, il n'y a pas de temps. Ça n'existe pas la notion de temps. Donc, tout se répare. Aujourd'hui, si vous êtes sensible à vous, au manque que vous avez transmis à vos enfants, par exemple, si vous prenez conscience de ça aujourd'hui, des années plus tard, même si vos enfants sont adultes aujourd'hui, vous pouvez récupérer ça en relation avec eux ici maintenant et je vous jure, ça va avoir un effet réparateur comme si c'était hier que ça s'était passé. Même chose pour nous dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales, dans nos relations familiales. Soyez sensibles à vous. Quand vous vous voyez réagir trop fort, prenez le temps de vous accueillir. Prenez le temps d'être bienveillant envers vous. Pourquoi vous réagissez? Il y a une raison pour laquelle vous réagissez. Il y a une raison peut-être imaginaire, mais ça mérite quand même votre attention. Puis il y a une raison peut-être réelle et ça mérite d'autant plus votre attention. Parce que là, vous allez être capable de mettre vos limites en relation avec les autres et de mieux accueillir votre besoin d'importance. Parce que si vous réagissez par rapport au rejet, c'est parce que vous avez besoin d'être aimé pour qui vous êtes. Vous avez besoin de vous sentir important. Vous avez besoin d'être sécurisé en relation avec les autres dans le fait que vous ne perdez pas l'amour de l'autre dans telle ou telle situation, par exemple. Que toi, Anaïs, tu ne perds pas l'amour de ton père, même quand tu te fâches puis que tu t'en vas. Vois-tu? Donc, d'être sensible à soi, de se déculpabiliser et de comprendre que la relation, ça se répare ici maintenant, toujours, toujours, toujours. Et ça a un grand impact intérieur, ça, de comprendre ça. Et de départager ce qui appartient à un et appartient à l'autre. Tu sais, te posé la question comment les professeurs peuvent gérer ça avec leur petit coco à l'école. Ben, des fois, les professeurs sont impatients. Puis ils ont le droit de leur impatience. C'est d'exister avec ça. J'ai été impatient, je suis désolée, tu sais, ça a eu un impact sur vous. Ben, venez me voir, on va en parler. C'est l'ouverture, c'est l'écoute. C'est ça l'authenticité pour moi. C'est de se donner le droit à l'erreur, de se donner le droit à l'imperfection, de se donner le droit à nos réactions. C'est ça qui répare, en fait. Parce que c'est impossible d'être toujours dans l'accueil. C'est impossible d'être toujours pas en réaction par rapport au rejet. Oui, en tout cas, si t'en connais un, Anaïs, présente-moi là, j'aimerais bien ça. Non, pas encore, non. Donc, soyez indulgents envers vous.
cessez de vous juger et de vous critiquer pour rien. Tentez de vous comprendre à la place. C'est ça le chemin de la guérison. Je pense, en tout cas. Merci beaucoup. Et merci pour tout ce que tu as dit. Je suis très touchée en fait que tu aies accepté cette invitation-là et ça me fait très très plaisir. Ben, ça fait plaisir moi aussi, Anaïs. Merci de me donner autant d'importance. Pour moi, je suis touchée en ce moment, c'est ça qui est là. Je pense qu'il n'y a pas de barrière dans le monde. Il ne devrait pas y avoir de barrière dans le monde. Surtout en ce moment, je trouve que l'énergie se bouscule énormément. Ouais. Je pense que plus que jamais, on a besoin de se relier tout le monde ensemble et d'apprendre à s'aimer vraiment pour qui on est. Des êtres humains imparfaits. Ouais. Donc, on est l'exemple ce matin, tu sais, je suis au Québec, tu es en France, on est là en entrevue. Pour moi, c'est magique. Et si on peut propager ça partout dans le monde, ben tant mieux. Tant mieux parce qu'il va y avoir moins de conflits, moins de chicanes, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis là, ben toi, c'est presque l'heure du souper, puis moi, ben je suis dans l'avant-midi, moi, ici. Ah oui. Merci Anaïs pour cette belle opportunité-là. Puis la porte est grande ouverte pour moi. Tu incarnes l'énergie du cœur éléphant. Beaucoup. Et merci. Je pense qu'il y a plein d'autres cœurs éléphants qui sont à l'écoute en ce moment. Et qui ne savent juste pas qu'ils sont des cœurs éléphants. Donc, voilà, semons l'amour en nous. C'est ce que je dirais comme mot de la fin. D'accord.